Ça y est, la campagne référendaire est lancée. Loyalistes et indépendantistes se sont chacun réunis pour donner les grandes orientations des prochains mois. Et pour cela, on use de symboles. Les loyalistes ont choisi Bourail pour se retrouver, en brousse donc, mais dans un fief bien acquis malgré tout. De leur côté, les indépendantistes ont préféré Lansvata, au cœur des quartiers sud. Des deux côtés, on clame son unité et pourtant, pour les loyalistes, ce sera l'union sans Calédonie ensemble qui fera encore une fois cavalier seul pour le référendum. Le fiasco de l'élection à la présidence du Congrès pourrait peser lourd sur la campagne. Il s'agit maintenant de tirer les leçons de la progression du oui au deuxième référendum. On a pris des leçons de ce qui s'est passé. On a gagné les premières et deuxièmes, mais là on veut gagner un peu plus largement et justement convaincre au-delà de notre camp traditionnel. On a peut-être un peu trop confisqué le non au premier et deuxième référendum, nous les loyalistes, et on considère qu'il y a des indépendantistes aussi qui peuvent voter non parce qu'ils considèrent qu'on n'est pas prêt pour l'indépendance et peut-être qu'un jour on sera indépendant, mais aujourd'hui on n'est pas prêt. Côté indépendantiste, la DUS, le MNSK et le MOI ont bien répondu à l'appel du FLNKS, mais la guerre de position qu'ont menée l'UNI et l'UC pour la présidence du gouvernement a laissé des traces. Au niveau du FLNKS, on le sait que ça a pu laisser quelques traces, mais on est prêt aujourd'hui à repartir vers ces personnes et à les convaincre, à en discuter et à leur dire, de les rassurer en fait, à leur dire qu'il faut être rassurant, il faut avoir confiance en nous, parce qu'aujourd'hui, nous, on veut construire un pays avec eux, avec tout le monde. Et qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, aujourd'hui, nous, on est prêt à faire ce pas-là vers les autres et à travailler avec eux. Pour ou contre l'indépendance, des deux côtés, malgré les apparences, la campagne s'annonce délicate. J'utilise le feu pour repousser les rats. Silvio ne s'en cache pas, il utilise le feu pour repousser les nuisibles, mais aussi pour de l'écobuage. Il reconnaît ne pas toujours maîtriser, néanmoins, il ne considère pas être un danger pour la nature. Je suis vraiment même pas une personne qui utilise le feu comme d'autres qui brûlent, qui s'amusent à mettre le feu et puis ils laissent brûler la nature, quoi. Depuis quelques semaines sur la transversale Koné-Tiwaka, les feux se succèdent. Dans la région, beaucoup défendent cette pratique comme étant une coutume ancestrale. Mais la population reconnaît que certaines mises à feu sont criminelles et purement destructrices. Il y a des gens qui le font par plaisir. Voilà. Il y en a beaucoup ici dans notre tribu. D'ailleurs, il n'y a pas qu'ici, il y a tout partout où tu vas, tu trouves des feux qui brûlent comme ça dans des endroits où c'est vraiment pas travaillé, quoi. Les gens ils ne brûlent pas pour pouvoir faire un champ d'igname ou un champ de manioc après. Ça brûle et puis après ça reste comme ça. Plusieurs incendiaires ont été condamnés par le tribunal de Koné à des peines allant de 2 à 4 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve et obligation de rembourser les dommages. Cependant, les sanctions en tribu restent rares. Si au Sénat coutumier la problématique est évoquée, sur le terrain, le sujet reste sensible. Quand c'est mon fils qui brûle, moi, papa, je le cache. Je sais qu'il brûle. On ne se rend pas compte que je cautionne aussi ce qu'il fait. Quand je ne le dis pas, qui fait? Quand je le connais, non, je ne peux pas le dire, je peux pas. Et tout ça, c'est grave aussi de cautionner celui qui brûle. Il faut tout dévoiler, il faut tout mettre à table. Si on veut que le feu s'arrête, c'est tout le monde qui doit agir. Le 15 septembre prochain sonnera le début de la saison administrative des feux qui s'étend jusqu'au 15 décembre. La saison 2019 avait été particulièrement dévastatrice. Plus de 30 000 hectares de végétation avaient été ravagés, majoritairement en province nord. C'est à travers un communiqué que les organisations patronales ont exprimé leur ferme opposition quant aux décisions prises par l'exécutif pour redresser la situation des comptes sociaux. Parmi toutes ces mesures, c'est le déplafonnement des cotisations sociales au RUAM qui est particulièrement visé. Dans le détail, ce texte prévoit d'imposer une cotisation de 5% aux salaires les plus élevés, autrement dit, à ceux de plus de 5 200 000 francs par mois, qui, contrairement à aujourd'hui, ne sont pas soumis à cotisation. Selon le président du gouvernement, ce déplafonnement concernerait une 60aine de personnes.
Mais selon les organisations patronales, cette mesure serait contre-productive et aurait des effets néfastes pour le développement économique, à commencer par une réduction du pouvoir d'achat des Calédoniens. Un avis qui est loin d'être partagé par la Fédération des fonctionnaires. Au contraire, à travers un communiqué, l'organisation souhaite que le gouvernement aille plus loin en établissant une tranche unique de cotisation au RUAM. Et pour cause, actuellement, les salaires inférieurs à 510 000 francs cotisent à hauteur de 15%, contre 5% pour les salaires supérieurs à cette somme. Une mesure jugée inéquitable pour l'organisation, même si elle reconnaît que certaines propositions formulées par l'exécutif étaient primordiales, comme l'augmentation de la CCS. Dans le détail, ce projet propose d'augmenter le taux de la CCS de 0,6% pour les revenus du patrimoine, produits d'épargne et valeurs mobilières, et de 0,3% sur les revenus du travail. Si selon l'exécutif, le gain est estimé à près de 2 milliards, cela ne permet pas de convaincre les organisations patronales, encore une fois, qui assurent qu'il y aura un impact sur l'investissement entrepreneurial en cette période d'instabilité. Autre fait qu'elle dénonce, le fait qu'aucune des nouvelles recettes fiscales examinées ne soit affectée directement au financement du RUAM, ou encore que la mise en place de la taxe sur le sucre ne concerne pas tous les produits. En effet, les boissons et préparations sucrées médicales, les boissons et produits exclusivement édulcorés et les biscuits, gâteaux et préparations pour gâteaux ne sont pas concernés par cette mesure. Quoi qu'il en soit, ces textes doivent être examinés prochainement au Congrès. En attendant, les organisations patronales et la Fédération des fonctionnaires ont chacune de leur côté demandé des audiences auprès des institutions. Le petit cric sort derrière la SOPAC. Et la SOPAC, tout ce qui est les eaux de traitement sort dans ce petit cric, quoi. Donc ce cric traverse le terrain d'aviation civile, ça va derrière notre quartier et jusqu'à la mangrove. C'est un fait, cette odeur-là. Dans notre quartier, en bas, il n'y a que des vieux, c'est presque tous des retraités. Il y en a qui ont des insuffisances respiratoires, tout. Laisser vivre comme ça, le problème à la source, elle est là, c'est le traitement de crevettes. Il y a des produits toxiques, ça ça descend dans les avoyaux en bas chez nous. Nous, on faisait la pêche là avant. Ah, on voit plus de lapia, on voit plus de millions, on voit plus d'anguilles, on voit plus rien. Il n'y a plus rien. On a fait l'association Filao, c'était déjà par rapport à un problème environnemental, sinon on n'aurait jamais eu d'association. Oui, on a des photos parce qu'il y a des animaux qui sont morts et qu'au moment où je vous parle, tous les êtres vivants sont morts dans notre rivière. Et il faut savoir qu'en fait, le musée de l'homme français est le musée au monde qui possède le plus grand nombre de restes humains. Il y a à peu près environ 18 000 crânes et environ 23 000 restes humains, donc c'est énorme. Et ces têtes ont été exposées. Par exemple, le moulage de mortuaire d'Ataï a été exposé au musée de l'homme. Donc en fait, il se trouve qu'en l'espèce, ce sont les Européens qui ont été des chasseurs de têtes, alors qu'on ne les imagine évidemment pas dans les représentations comme étant intéressés par la conservation de têtes soit d'individus, disons, anonymes de certaines populations, soit évidemment éminentes, de personnalités éminentes et dont les têtes représentent des trophées. 2022 dans mon... Voilà. On veut pas que ça ferme dans moi. Comme Amoria et Sébastien, ils sont nombreux à vouloir revenir ici l'an prochain. On ne veut pas sortir car cette école est dans une tribu. Jarel est en 3e et comme la quarantaine d'élèves inscrits ici, elle ne veut pas que le collège ferme. Elle trouve que le suivi pédagogique est meilleur. Les 4 ans que j'ai passé ici, ça s'est bien passé parce que les profs, ils sont toujours derrière nous et ils nous expliquent quand on ne comprend pas. Pour que ce collège ne mette pas la clé sous la porte, il doit atteindre un effectif d'environ 70 élèves l'an prochain. Une des conditions émises lors de l'Assemblée générale à Marais. Sans tarder, les parents d'élèves et l'équipe pédagogique ont lancé la campagne d'inscription dès la semaine dernière. Ici, les enfants préparent les banderoles et dans cette salle, les parents échangent sur les moyens de transport en vue de l'ouverture de l'internat.
Parce qu'on se rend compte que c'est aussi un des avantages, une des forces qu'il y avait déjà à l'époque ici au sein de Domois et qu'il faut qu'on la remette pour 2022. Donc l'ouverture de l'internat reste primordiale aussi pour nous, pour pouvoir, sur place en fait on aurait les deux, le collège et l'internat, avec l'accompagnement des professeurs pour les études, le fait qu'autour de Gélima, parce que le collège se situe à la tribu de Gélima, on a plein d'intervenants aussi culturellement sur la sculpture, le tapa et les chants. Donc voilà, on a mis un peu en avant les avantages, les forces et les faiblesses qu'on peut avoir aussi au niveau de l'internat et de l'école de proximité. Les parents d'élèves et le corps enseignant soulèvent également l'absence de communication avec le conseil d'administration de l'ASE, à savoir que le collège Domois fête ses 20 ans cette année. Les parents doivent se mobiliser, on est là. Vendredi, on va être sur nos mains pour montrer le mécontentement qu'on a par rapport aux façons de faire qu'on a pu démontrer là, suivant les dernières réunions qu'on a eues, par rapport à l'annonce de la fermeture, par rapport aux relations qu'on a avec le CA, par rapport au fait que le CA ne s'est jamais rendu toute cette année-là pour nous voir. Donc voilà, il y a plein de choses qui font aussi que notre ressenti, il est amer, mais il est aussi plein d'espoir parce que voilà, on se dit que l'école elle doit continuer d'exister. Puis elle est à côté de chez nous et on vit au sein de la tribu, donc on se doit de continuer ce qui a été déjà donné à un moment donné. Nous, on est juste là pour continuer le travail. Bon ben voilà la grande salle. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas reçu de touristes. Ça fait 2 ans aussi qu'on a fini ce faré. Donc on n'a jamais accueilli de touristes australiens depuis. Pensé exclusivement pour l'accueil des croisiéristes, depuis la fermeture des frontières en mars 2020, les activités proposées par l'association Destinations Avililo sont en stand-by. Émile, un des fondateurs, prend son mal en patience et utilise le temps pour mûrir d'autres projets. Ici, vous avez le local. On avait prévu un local qui sert à centraliser les informations concernant le tourisme et aussi concernant la tribu. La pandémie de Covid-19 qui dure dans le temps pousse les acteurs du tourisme à imaginer de nouvelles offres. À Louichila, par exemple, l'association d'Émile prévoit l'ouverture d'un point I et un kiosque dans lequel les mamans pourraient vendre leurs produits. Sur l'Ifou, l'absence des paquebots représente un manque à gagner considérable pour la population. Au niveau du tourisme des îles, il y a des gros efforts qui ont été menés sur le terrain, mais ils ne sont pas encore perceptibles. On ne le sent pas encore vraiment. Dans le secteur du transport, nombreuses sociétés ont été créées pour le marché croisiériste. En 2019, 85 bateaux ont accosté à l'Ifou, soit plus de 190 000 touristes. Georges possède 3 bus. Il a vu son chiffre d'affaires baisser de 40%. Les études de marché et les plans de financement, la part des bateaux de croisière était énorme. Maintenant, on n'a plus que la caisse des écoles, le transport des enfants, le transport scolaire. Mais c'est vrai qu'on a du mal. Les institutions tentent malgré tout de générer de l'économie au travers d'événementiels comme les foires et autres fêtes culturelles. Mais l'insularité des îles Loyauté ne facilite pas la tâche. La situation reste critique et la majorité des acteurs touristiques attendent dorénavant la réouverture des frontières. Mes 2 matelas. Et puis là, j'ai tout mon outillage sur le côté. Là, pareil, j'ai de l'outillage encore. Je me levais le matin, je pliais mon lit, je le mettais dans un coin, et puis j'avais accès à tout mon outillage dans le camion. Je pouvais me déplacer pour travailler. Moi, j'étais électricien, donc je pouvais travailler sans problème, quoi. Voilà ma machine à respirer. Là, elle est branchée sur la batterie du camion. Là, voilà. Ça, c'est pour mes nuits, pour avoir des nuits tranquilles. Ouais, ça fait plusieurs années que j'ai décidé de rester dans mon camion parce que j'avais pas d'endroit pour aller où aller. Heureusement que j'avais mon véhicule et puis comme je travaillais comme patenté, donc ça m'a permis de continuer à travailler. Je suis arrivé juste, il fallait cotiser pour la retraite et tout et j'ai fini de cotiser juste à temps pour pouvoir toucher ma retraite. J'ai travaillé pour des communes et des particuliers.
Mais après, j'étais obligé d'arrêter les communes parce que les délais de paiement sont énormes et moi, j'avais besoin de fonds, quoi. Et quand on vous paye 3 mois après, c'est lent de rentrer dans son argent. Puis là, personne ne voit, mais le compte en banque, lui, il descend. Je payais absolument ce qu'il fallait payer. Mais plus ça allait, plus je m'endettais. Et puis, après, les banques, les machins, bon, je pouvais plus, quoi. Il n'y avait plus moyen de m'en sortir. En effet, il y a vraiment un phénomène justement de personnes qui travaillent et qui sont en dessous du SMIC, en fait, finalement, qui ont un emploi, on va dire, dans le sens précaire, où il n'y a pas assez d'heures justement pour avoir un revenu convenable. C'est des gens qui se retrouvent justement à poser une toile de tente chez un particulier, à demander un petit peu d'aide ou à dormir dans un garage ou dans le domaine public, avec toutes les difficultés que ça peut occasionner pour eux et pour les collectivités. Et c'est vrai qu'on a ce phénomène, on le voit de plus en plus. Et en fait, c'est des gens qui ne sont pas visibles. C'est des gens qu'on croiserait dans la rue et on ne pourrait pas dire qu'ils sont en difficulté. C'est des gens qui arrivent le matin au travail, par contre ils ont dormi, je sais pas, dans leur voiture ou dans leur camion et ils sont allés se prendre leur douche à la capitainerie. Dès que tout ça tournera et puis que, admettons, je puisse le vendre, je me prends un petit loyer par là. C'est un peu le rêve que j'ai, oui. Ouais, c'est le seul rêve que je peux me faire de toute manière.